Vous regardez le point sur l'actualité, vous êtes sur For You Média, radio et télévision, la radio la 96.3 FM. Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs. Vous nous suivez également en direct de nos différentes plateformes YouTube et bien sûr Facebook. For You Média est notre application. Voilà donc, mesdames et messieurs, une thématique à l'ordre du jour. Ce soir, dans le cadre de ce programme du point sur l'actualité, eh bien, on parle de cette visite qui n'est pas passée inaperçue. Le président français Emmanuel Macron était donc le week-end dernier du côté de l'Algérie en visite officielle à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette visite dans l'ancienne colonie française, comme on a l'habitude de le dire, Emmanuel Macron a appelé les jeunes Algériens, en particulier et africains en général, à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation de réseaux téléguidés en sous-marin par des puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi. Eh bien, il a ainsi nommé la Turquie, la Russie et bien sûr la Chine. Pour le numéro 1 français, ces derniers ont un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Alors, si la Chine et la Russie n'ont pas encore officiellement réagi, la Turquie, elle, via son porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, a déclaré espérer que la France atteigne aussitôt que possible la maturité nécessaire pour faire face à son passé colonial sans accuser d'autres pays. De toutes les façons, tout à l'heure, on va lire quelques bouts de ce communiqué turc. Donc, analyse autour de cette affaire, c'est tout de suite dans le point sur l'actualité. Ils m'accompagnent ce soir, ils sont sur ce plateau. Jonathan Batengene, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Tombesike, bonsoir à mon éminent copanéliste, mon aîné, qui nous inspire toujours chaque fois qu'on est sur le plateau et même quand on le suivait déjà sur d'autres plateaux. Ouais. Bonsoir à tous les techniciens qui sont à pied d'œuvre pour que cette émission soit retransmise dans de très bonnes conditions. Vous avez un rendu, que ce soit au visuel ou à l'audio, qui est impeccable. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci à vous, Jonathan Batengene, toujours fidèle aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre et de sécurité, forces de défense en même temps. Merci une fois de plus. Passion Parfaite, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, princesse Manuela Sikendoumbe. Bonsoir. Bonsoir, appuyé à mon jeune frère Jonathan Batengene, que j'appelle le jeune loup aux dents longues. Nous sommes un peu rassurés quand on a une telle relève. Ouais. On se dit que nous n'avons pas prêché dans le désert. Et merci pour sa perspicacité, surtout sa détermination dans ce combat. Ouais. On en a besoin. Bonsoir à nos valeureux techniciens. Ils sont les magiciens, n'est-ce pas, qui permettent un confort d'écoute, mais surtout de vue. Pour For You Média, à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde et à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'œuvre dans le noir en termes de promoteurs, sans oublier évidemment vous, madame la directrice. On ne peut-être pas qu'on vous appelle ainsi, parce que vous êtes comme cette fourmi, ce travail de fourmi incessant depuis plus d'une décennie que je vous connais dans ce combat panafricain qui est quelque chose d'extraordinaire. Alors, avec pour permission de seconde, oui, allez-y. Pour souhaiter prompt rétablissement au Premier ministre Choguel Kokaya Maïga, oui, qui est dans des difficultés aujourd'hui et dont j'ai été étonné de constater que c'est au sein de son cercle politique restreint qu'a fuité, n'est-ce pas, cette information annonçant sa mort, son décès. Oui, la rumeur de sa mort, tout à fait. Je tiens à les dénoncer. Mais surtout qu'elle a embarrassé plus d'un. Et a poussé certains d'entre nous à commencer à pleurer par le biais d'ailleurs de certains communiqués que nous avons fait sur la toile, mais surtout par le biais de cauchemars. On a fait 2 jours sans dormir à l'idée que Choguel n'était pas là, avant que les nouvelles rassurantes nous viennent de Bamako,
Je tiens à dire que l'ennemi ne dort jamais. Le combat n'est pas du tout gagné. Ah oui. Et aujourd'hui, plus qu'hier, l'ennemi va utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition pour essayer d'ébranler au maximum en donnant des violents coups de griffes. N'est-ce pas, cette résistance africaine qui se construit de jour au jour? C'est aussi ça le combat. Il faudra s'y faire parce que Jonathan, tu as peut-être là jeune, mais tu n'es pas aussi jeune que le Mumba. Donc ça pourra arriver à tout moment. J'ai l'habitude de vous dire, si je pars, les gens me disent non, 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 tu ne peux pas partir maintenant. On a encore besoin de toi. Ce n'est pas une question d'avoir besoin. Le risque zéro en termes de sécurité n'existe pas quand on rentre dans ce combat. Ah oui. Et je me souviens quand on rentrait dans le combat, par le biais de mon parti politique, on prêtait serment jusqu'à la mort. Je souhaite que ce soit le credo de tous les jeunes panafricains en rentrant dans ce combat. Dites-vous qu'à tout moment, l'ennemi peut vous cueillir. Mais donnez le maximum que vous pouvez donner pour que la marche en avant de ce combat soit irréversible. Donc, à Monsieur le Premier ministre, vraiment, que nos ancêtres et Dieu continuent de te protéger pour que tu puisses aller de l'avant. À nos endocolons, à ceux qui n'ont pas encore compris le sens de notre combat, nous leur disons, c'est dans la nuit, les nuits les plus noires que les étoiles de l'espérance brillent de toute leur puissance, n'est-ce pas, à l'horizon de nos espérances. Merci pour cette invitation. Merci une fois de plus à vous, Passion Parfait d'Homme. Eh bien, on parle donc de cette visite du président français Emmanuel Macron. Vous le savez, il y a quelques jours encore, il était du côté de l'Algérie lors d'une visite officielle. Eh bien, Emmanuel Macron, dans ses propos, s'est attaqué à 3 pays précisément, la Russie, la Chine, mais aussi la Turquie. Eh bien, la Turquie, c'est la réaction de la Turquie qui nous intéresse ce soir. Avant de lire peut-être un bout du communiqué turc, c'est-à-dire la réponse de la Turquie vis-à-vis de la France, on va peut-être d'abord commencer par analyser, peut-être dire un mot déjà en ce qui concerne cette visite et surtout ces accusations du président français Emmanuel Macron. Jonathan Batengeni, vous avez suivi le président Emmanuel Macron, il accuse la Turquie, il parle d'impérialisme, néocolonialisme vis-à-vis d'un pays comme la Turquie. Il faut le dire avec regret. La France, c'est comme un voleur récidiviste qui, au lieu de s'interroger sur les mobiles de ses forfaits et sur les dispositions dans lesquelles il se trouve, qui sont les causes de son action, va se placer devant le juge et dire je passais et il n'y avait personne devant cette maison, donc j'ai essayé de voir ce qui s'y trouvait et c'est comme ça que par mes gardes, j'ai dû prendre les choses que j'ai trouvées là-bas. Donc la France accuse toujours les autres. Jamais la France ne se remet en question. Oui. La France, disons, cet ange dans sa tête, mais qui dans les actions ne pose pas n'est pas en conformité avec ce qu'elle s'imagine. Emmanuel Macron est atteint du syndrome de ceux qui, un peu comme les kleptomanes, le voleur, tout le temps qui vole, il se dit qu'il est dans la logique. Et au Cameroun, vous avez observé avec un phénomène, parce que c'est pour expliquer, hein, les fémènes, c'est ce que les Ivoiriens appellent couper décalé. Donc, ils arnaquent et puis ils ramènent de l'argent au pays. Les fémènes avaient atteint un certain niveau de standard de vie élevé, qu'à un certain moment, ils se présentaient comme fémènes sans coup férir. Ils en avaient fait une profession. Et quand ils allaient à l'étranger pour donner l'image de personnes qui sont conformes à leur bluff, ils louaient des grands appartements, des hôtels 5 étoiles, et c'est là-bas qu'ils entraînaient leur cible. Tel est le mode opératoire de la France. La France, c'est un pays qui a un standard de vie élevé, trop élevé, au-dessus de ses capacités. Et pour justifier ce standard de vie, la France se présente dans le monde comme étant un grand pays. Et pourtant, tout ce qu'elle obtient, c'est le fruit de l'arnaque, de la prédation sauvage dans des pays africains. Aujourd'hui, donc, la France, au niveau de l'Algérie, a essuyé un nouvel échec parce que les cibles d'hier, les proies d'hier,
sont aujourd'hui immunisés à la méthode française. Et quand la France se retrouve face à ces échecs, elle ne s'explique pas ces échecs par le fait que son mode opératoire est déjà connu. Elle justifie ça par le fait que de nouveaux acteurs seraient arrivés, et certainement c'est ces acteurs qui seraient en train de tirer les ficelles de derrière. En fait, c'est les méthodes de la France qu'elle prête aux autres. C'est un discours qu'on a justement l'habitude d'écouter. On a vu, vous l'avez relevé, lors de la dernière visite du président Macron du côté du Cameroun, Guinée, Bissau, également au Bénin. Il y avait toujours cette accusation de la Russie. Voilà. La Russie. Oui. Il a élargi la liste maintenant. La Turquie. La Turquie. Bientôt, il va mettre l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan, l'Inde. On ne sait plus trop. Non, cette France qui est en perte de vitesse gagnera à faire sa propre autopsie. Il y a un problème, nous le décrions tout le temps. La diplomatie française n'a pas pris le temps de se remettre à jour pour être en conformité avec les aspirations du 21e siècle. Elle n'a pas les moyens. Parce que l'économie qui est le moteur de la dynamique politique d'un État, l'économie française est adossée sur le pillage des ressources des autres peuples. Et donc, chaque fois qu'il y a une tentative d'autopsie de la diplomatie française, les puissants lobbies économiques font pression pour que ces tentatives soient vaines. Et finalement, la France est prise en otage par une oligarchie économique qui l'entraîne dans un système qui finalement se retourne contre les intérêts de la nation française. Cette fois-là, non pas en tant que la représentation fictive de ces élites, mais comme étant l'État qui se déploie à l'international. Et c'est la conséquence. Lorsque les Africains, et nous le répétions toujours, lorsque les Africains parlent de se libérer de la France, en fait, Madame Doumbé, ce n'est pas nous qui nous libérons seulement. Nous permettons également aux classes ouvrières, au peuple français de se libérer de cette oligarchie qui aujourd'hui est en train de trouver ses intérêts en contradiction avec ceux du peuple. Donc, pour que ce peuple français soit libre, il faudra nécessairement qu'il fasse sa propre révolution. L'Occident aujourd'hui est au seuil d'une situation révolutionnaire. Parce que nous, en Afrique, nous allons terminer cette révolution, mais eux, pour pouvoir commercer avec nous dans ce qu'on appelle les échanges équitables, il faudra qu'ils fassent leur révolution et qu'ils changent les mécanismes de coopération internationale qui sont mis en place à leur niveau. Merci pour ce premier jet, Jonathan Bateguene. Patient Parfait Dormant poursuit avec vous toujours en ce qui concerne cette déclaration du président français Emmanuel Macron contre la Turquie. Donc des mots quand même assez forts. Il appelle donc les Algériens, en particulier les Africains en général, de ne pas se laisser embarquer, il le dit, par l'immense manipulation de réseaux téléguidés en sous-marin. Ce sont les propos du président français par des puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi. Et bien pour lui, la Turquie, la Russie et la Chine sont justement entre un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Laissez-moi commencer par cette excellente citation de ce révolutionnaire écrivain italien Antonio Gramsci qui disait ceci, je répète: le vieux monde se meurt, le nouveau est lent à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Voilà un monstre. Nous sommes dans une période de latence entre l'ancien monde unipolaire et le nouveau monde inévitable multipolaire qui arrive. Que nous observons, Et c'est dans ce clair-obscur, dans cette bataille, que surgissent des monstres dont M. Macron est l'une des expressions les plus achevées. D'abord, M. Macron, la question de contentieux historique, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Il était dangereux de donner l'impression que les Africains sont incapables de cerner
cette question de contentieux historique que vous, l'État officiel français, vous avez vis-à-vis du peuple africain que nous sommes. Oui. Et tant que cette question ne sera pas purgée, évidemment, vous aurez toujours l'impression d'avoir affaire à ce que vous qualifiez de tentative de néocolonialisme. Mais alors là, les mots sont galvaudés. Ils sont galvaudés au sommet. C'est la France qui tense la Chine, la Russie impérialistes et la Turquie d'impérialistes sur le continent africain. Mais attendez, où les mots n'ont plus de sens, où on en devient fou. Mais mieux, depuis le sommet du G7, où plus de 600 milliards de dollars ont été prétendument votés, mais avec pour objectif de contrer l'influence dite chinoise et russe sur le continent africain, je crois qu'on a tapé sur le dos de Macron en disant attention, à cause de tes égarements, de ta suffisance et de ta condescendance, nous, l'Occident impérialiste, nous sommes en train de perdre notre influence sur le continent africain. Et qui est indexé? C'est vous, Jonathan, c'est vous. Et tous ceux qui vous ressemblent. Puisqu'il parle de réseau. Qui depuis plus de 10 ans, vous écumez les plateaux pour ouvrir les yeux aux Africains, leur débarrasser des œillets, leur empêcher de voir cette réalité. Et les résultats sont là. Le meilleur des résultats, c'est ce que nous avons vu lors des derniers votes qui se sont passés à l'ONU. L'ONU, on a constaté que l'essentiel du monde avait basculé dans une autre réalité qui échappait complètement à l'entendement de l'Occident et de la France. C'est ce qui a amené M. Macron à perdre sa lucidité en tant qu'homme politique, en tant que quelqu'un qui est au fait des us et coutumes diplomatiques, au point de venir à Yaoundé et traiter les Africains d'hypocrites. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus sa lucidité nécessaire pour être à ce niveau-là. Parce qu'on n'apprend pas au sommet. Ouais. Je le redis de manière puissante sur ce plateau. On n'apprend pas au sommet. N'arrive pas au sommet qui veut. Parce que M. Macron veut faire abstraction de réalité. Jacques Chirac, son prédécesseur, avant qu'il ne soit devenu une légume, on ne sait pas très bien par quelle magie même ça a été fait. Parce que le jour au lendemain, après sa déclaration, concernant ce que les Français ont dans leur poche, qui est le fruit de la pile, du vol, du pillage de notre continent, le jour au lendemain, on nous a dit qu'il avait pris toute sa tête, jusqu'à ce que la mort puisse l'emporter. Lui, il a eu le courage de dire cette vérité avant de partir. Parce que vous savez, il y a des crimes qui vous hantent toute votre vie. Quand vous êtes un homme normal, il va arriver à un moment donné, vous serez obligé d'expier vos péchés en faisant cet exorcisme même individuel. C'est ce que la France, et là on va lire votre communiqué, est incapable de faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il y a mieux dans l'attitude et la déclaration de M. Macron. M. Macron, oui. Il y a cette teintée de racisme. Expliquez. Je m'explique. Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle, avec le capital humain que vous connaissez, n'est-ce pas, de Afrique, ce capital humain n'est pas seulement valable dans le sport et la culture. Attention, les Africains ne sont pas seulement pour taper sur un ballon, ou bien courir derrière un ballon, ou bien tourner les fesses. D'ailleurs, il reconnaît à Yaoundé que les Africains les Camerounais sont hyper créatifs. Mais intellectuellement, l'Afrique s'est bonifiée. La masse critique africaine, elle est là. C'est ce qu'il nie. Au point de nous prendre comme des attardés mentaux, comme de grands gamins, à mode de croissance normale. À travers ces avertissements. Au point de penser que nous pouvons être manipulés et par la Russie, et par la Turquie et la Chine. C'est du racisme. M. Macron ne peut pas avoir le courage de le dire aux Hongrois qui leur disent chaque jour que votre petite ascension là, ça nous mène droit au mur. Il ne peut pas avoir le courage de le dire. Mais il n'est que dans une rengaine de cette élite politique occidentale, Mme Ursula von der Leyen. Elle vous l'a dit. Depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes? C'est trop grave, hein? Vous prenez ça comme des amusements. C'est trop grave comme déclaration. C'est trop grave. Vous vous souvenez, il y a cela quelques années, il y a une commission du Sénat français qui est venue en Afrique, mais surtout au Cameroun. Ils ont pondu un rapport, un gros rapport,
centaines de pages. C'était intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Et vous vous souvenez, Manu, à l'époque, je vous avais dit sur un plateau télé que ça là, c'est une déclaration de guerre contre le futur de l'Afrique. C'est une déclaration de guerre contre notre continent. Donc, M. Macron, aujourd'hui, qu'il est mis en difficulté, parce que lui, il a un tableau de bord que je suis obligé de le dire, le petit français lambda n'a pas. Il voit comment il y a des déplacements, c'est ce qu'on appelle des tendances lourdes. Prenons un cas comme un pays comme le Cameroun. Jusqu'à un passé récent, après avoir grignoté, ils étaient encore à 40%. Oui. La domination de leurs entreprises françaises au Cameroun. Oui. Ils en sont réduits entre 9 et 10% aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre que là, ils sont en train de perdre de manière lourde des parts de marché économique sur tout continent. Or, je vous l'ai dit, et Nathan l'a rappelé, ils ne vivent que de rapines, de pillage, par le biais de ces sociétés qui ne payent même pas pour certains leurs impôts, qui ont la capacité d'évacuer les bénéfices dans leur pays d'origine pratiquement à 100%. C'est un crime. Hein? C'est un crime. Or, les deux bras armés de cet Occident impérialiste sur le plan économique, que sont les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, avec les petits blancs-becs qui viennent souvent donner les leçons d'économie, n'est-ce pas, à nos dirigeants, ont forcé la plupart de nos pays à accepter et à dire, à professer, pour soi-disant attirer les investisseurs. Vous entendez souvent nos ministres dire, nous avons mis en place des mesures incitatives pour attirer l'investissement. Ces mesures incitatives, c'est quoi? C'est que le gars investit, il rapporte tous ses bénéfices. Ça se voit nulle part sur le système économique, même capitaliste, chez eux. Même si tu es un footballeur, il y a le cas de Zico pour l'Italie, je ne vais pas loin. Même les histoires de Eto'o, vous qui aimez le football là, Eto'o, non. Et même Messi et consorts, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de gagner beaucoup d'argent chez nous et tout rapatrier chez vous. Le footballeur brésilien Zico a été obligé de fuir l'Italie. Sinon, il passait par 4 prisons à l'époque. Donc, je pense sincèrement que notre jeunesse doit prendre au sérieux ce que nous disons quand je parle d'organisation. Il faut qu'ils réfléchissent. La toile aujourd'hui, Internet aujourd'hui, ne doit pas seulement être la but, je ne sais pas, ludique. Il doit questionner. Les gens doivent essayer de réfléchir sur ces questions complexes, mais qui sont essentielles à leur vie de demain. Donc, M. Macron n'est que dans une logique affirmée qui est celle d'un racisme qui ne dit pas son nom, qui est celle d'une détermination de l'impérialisme à briser tous ceux qui iront à l'encontre de cette cage de fer dans laquelle ils nous ont fortement ils maintiennent depuis un certain temps, parce que pour eux, il va de leur survie. Il va de leur survie. Il va de leur survie sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan militaire, donc sur le plan réel. Ce n'est pas des dubies qu'on avance sur ce plateau, sur le bien, les analyses, parce que nous éduquons notre peuple, nous l'informons, mais surtout nous nous donnons des armes pour qu'ils soient en capacité, n'est-ce pas, d'appréhender le système complexe de domination dans lequel nous sommes assujettis depuis très longtemps. Et je peux dire à M. Macron, nous avons pris note. Voilà. De l'insulte à répétition, des crachats à répétition, des golibets à répétition depuis votre première votre tournée africaine avec votre second mandat qui a commencé par Yaoundé. Nous constatons que cette morgue, cette condescendance vis-à-vis des Africains, nous avons pris note. Et à votre tour, nous vous disons, comme on dit chez moi au Cameroun, take note. Merci à vous, Passion Parfum Dormez bien. On va, avec le concours de la réalisation, évoluer avec justement le communiqué, la réponse turque vis-à-vis, bien sûr, de la France. Alors, c'est une déclaration du 27 août 2022. Déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tadjou Bilgic, en réponse à une question concernant les déclarations du président français Emmanuel Macron. Il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron ait fait des déclarations visant la Turquie ainsi que d'autres pays lors de sa visite en Algérie. Il est inacceptable que le président français Macron, ayant du mal à affronter son passé colonial en Afrique, on parle encore de passé colonial, Passion Parfum d'homme, notamment en Algérie,
tente de s'en débarrasser en lançant des accusations contre d'autres pays, dont la Turquie. La Turquie, qui prône l'amitié plutôt que l'hostilité et qui figure parmi les partenaires stratégiques de l'Union africaine, développe jour après jour ses relations avec l'Algérie et d'autres pays du continent africain. Ces relations fondées donc sur la confiance mutuelle et le principe du gagnant-gagnant progressent dans le respect de la volonté des pays eux-mêmes. Si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ces pratiques à travers les méthodes différentes, et elle devrait essayer de les réparer. Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par les activités des pays tiers plutôt que d'affronter et de résoudre les problèmes liés à son passé, c'est non seulement un déni des faits sociologiques de l'histoire, mais reflète également la mentalité déformée de certains hommes politiques. Eh bien, nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d'autres pays. Alors, Jonathan Batengene, passé colonial, dans ce communiqué qui revient plusieurs fois, le passé colonial, un terme qui poursuit la France jusqu'à ce jour. La France refuse de faire face justement à... Les autorités turques ont tout dit, hein. Et puis vous voyez le communiqué, vraiment on s'est souvent offusqué de ce que les Africains parfois étaient trop diplomates. Vous avez vu que quand un pays sérieux est attaqué, ils n'ont même pas pris les gants comme les Maliens. Ce n'est pas le communiqué du ministre Maïga qui est parfois très tempéré, il est diplomate et puis à la fin il est quand même un peu ferme. Non, non, pas un peu, il est très ferme. En fait, les Turcs donnent un bel exemple. Chaque fois que quelqu'un sort des canons diplomatiques pour s'exprimer comme dans la rue, on lui répond comme dans la rue. Regardez le document, que ce soit dans la forme ou dans le fond, ils n'ont respecté aucun canal diplomatique, aucun principe diplomatique. Ils n'ont même pas mis Ankara, non, ils ne se sont pas priés de faire ça. Ils n'ont pas mis République de... Non, 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 non. Ils sont allés droit au but. C'était répondre au président français. Ils lui ont dit clairement, assume le passé de ton pays, son passé colonial en Afrique. En fait, la France agace. Si vous voyez la Turquie commettre un tel document, le langage, s'il fallait rentrer dans la rue, ils disent, mais vous agacez, monsieur Macron. La Turquie lui répond comme pour lui dire, vous n'avez aucune valeur du point de vue des autorités qui ont la capacité de s'exprimer avec nous. On lui a rendu un document, c'est un chiffon qu'on lui a donné comme réponse. Et la Turquie appuie là où ça fait mal. Combien de fois ils reviennent sur passé colonial? Passé colonial, plusieurs fois. Ils veulent insister en disant, mais monsieur, vous avez un contentieux à résoudre là-bas. Vous êtes empêtré dans des combines que vous seul vous comprenez. Et d'ailleurs, il lui rappelle qu'il ne veut pas sortir de ces combines. C'est ce qu'ils disent dans le communiqué. Ça veut dire que les Turcs se marrent très bien de la situation de la France. Mais Macron lui-même a reconnu une chose. Partout aujourd'hui, c'est comme si tout le monde était d'accord sur un coupable à battre, la France. C'est vrai en Afrique. Même les États-Unis sont d'accord pour la sortie de la France de l'Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons. C'est un des géopoliticiens qui aime le répéter. Il dit, les États-Unis se sont entendus pour que la Turquie remplace au sein du bloc de l'OTAN, remplace la France dans ses anciens territoires. Donc, quand Macron s'exprime, c'est d'abord un problème de famille. C'est au sein de l'OTAN. Comme disait notre illustre aîné. C'est des déclarations visées. La Turquie dit à la France, mais toi, tu n'as pas compris que tu n'as plus vos chapitres. C'est désormais nous qui allons aller là-bas discuter sur d'autres bases. Toi, tais-toi. C'est ce qu'on dit à Macron. Arrête de jacasser. Tu as trop jacté durant tes voyages et puis tu accuses tout et n'importe quoi. Monsieur Macron a l'exemple typique de ce que nous disons souvent ici. C'est l'expression de notre frère Delphin. La Turquie, dans sa réponse, traite la France comme le nain géopolitique qu'elle est.
Et la valeur de la France aurait été, pour un président qui est, là le grand frère patient parfait a eu raison de le dire, on n'apprend pas au sommet. Il y a la tonalité, il y a la gestuelle, il faut voir l'interview, c'est sur son média du Quai d'Orsay là. Il le fait, carrément il est au bord des larmes. Mais il le fait avec une rage et qui dit à quel point il se sent agacé par tous ces partenaires qui manipuleraient les Africains. Encore qu'il trouve que nous sommes manipulés, donc nous n'avons pas la capacité de réfléchir. Il reprend un peu Sarkozy de manière sarcastique. Il veut dire que nous ne sommes pas capables de réfléchir. Une chose qui est effectivement très raciste. Monsieur Macron a aujourd'hui la hauteur qu'il a donnée à la France. Parce que tout à l'heure, Léna a parlé de Jacques Chirac, Mitterrand, Jacques Chirac. Il y avait quand même des néocolonialistes qui avaient une certaine hauteur dans leur posture internationale. Et quand ils recevaient des interviews, ils ne parlaient pas à l'emporte-pièce. Ils ne se laissaient pas guider par les émotions. Avec M. Macron, c'est tout à fait le contraire. C'est tout sauf le chef de l'État. C'est une sorte de... excusez, hein, c'est une sorte de jeune rappeur qui est devenu président. Dès que ça lui pique, on lui dit Monsieur Ndom a parlé, il dit ah Monsieur Ndom, lui c'est un homme de la rue, ben je l'encule. Excusez pour le propos. Voilà. Mais c'est ça. Lui, l'expression qui lui vient au premier, dès la première seconde, c'est ce qu'il balance dans les médias. Et ça fait en sorte que la parole de la France même est galvaudée d'abord par ses méthodes à lui de gouvernance. C'est-à-dire le problème déjà de la France, ce n'est même plus d'abord la posture néocolonialiste que nous accusons, nous avons toujours récusé. C'est d'abord l'attitude du président français qui montre qu'il est incapable de supporter et de porter le costume d'un président. Il s'exprime beaucoup plus comme quelqu'un qui est en imposture à son niveau. Et vous allez remarquer que nous ne sommes pas les premiers à décrier cette attitude. En France, tout ce qui lui est reproché, c'est justement cette attitude. Toujours à vouloir donner des leçons, même sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Toujours à vouloir tirer sur des gens et dire je vais emmerder les gens qui portent les masques, les gens qui ne sont pas vaccinés. Et après, il va leur demander non, je veux votre électorat. Oui, il est dans la... Et justement, on a l'habitude de voir ce type de dérapage, mais ce qu'on remarque également, c'est qu'après, même si ça prend du temps, le président français se fond en excuses, généralement. Oui, mais un président ne peut pas passer le temps à s'excuser. Si votre directeur général, ou si votre PDG passe le temps à s'excuser, Madame Doumbé, je crois qu'à un moment, vous allez galvauder sa parole. Vous allez trouver que sa parole est galvaudée. Vous allez vous dire, bah, il s'excuse tout le temps, mais c'est l'habitude. Il ne pense pas ce qu'il dit, il va recommencer. La posture de président demande un certain apprentissage. Et c'est l'une des faiblesses. Et d'ailleurs, nous avons développé un argumentaire, cher René, où nous disons que les États-Unis l'ont fait à dessein, parce que l'Europe a été colonisée par les États-Unis. Les États-Unis l'ont fait à dessein. Regardez Ursula von der Leyen. On l'a cooptée, elle était jeune. Annalena Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères en Allemagne. Regardez la classe politique européenne. Regardez au Canada, le jeune qu'on a mis à la primature. C'est à dessein. On sait qu'ils n'ont pas l'expérience politique d'un Gerhard Schröder, la chancelière là, Angela Merkel, oui. D'un Jacques Chirac, d'un Dominique de Villepin. Ils peuvent tenir les États-Unis sur certaines positions. D'ailleurs, si De Gaulle, qui est un dictateur en passant, De Gaulle a pu tenir, c'est parce qu'il avait l'expérience. Mais ceux-là, on va les coopter. Vous allez voir Macron, on le coopte comme ça dans un boulot qu'il avait dans une corporation Rothschild, et on le coopte, on fait de lui un ministre et on dit c'est toi le futur président. À cet âge, qu'est-ce qu'il a comme expérience politique? La seule chose qu'il veut faire, il croit en anglais, on dit il veut show off. C'est-à-dire il veut un peu, il veut faire bombance, il veut juste jouir de la position pour
aussi dire à ses amis. Vous savez, ça fait comme l'adolescent qui, avec ses amis, se vante d'avoir la dernière basket. C'est un peu ça. Il n'y a pas un projet de fond dans ce que M. Macron porte comme étant le projet de gouvernance en France. On lui a donné une feuille de route qui vient des États-Unis et qu'il met en application. Eh bien, cette feuille de route a dans ses points le démantèlement de la souveraineté française. Mais en plus, il doit travailler à soutenir des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux du peuple français. Et malheureusement, M. Macron est l'exemple. Lui, il est un monstre. Mais M. Macron est l'exemple patent de la démocratie libérale en panne aujourd'hui en Occident. La démocratie libérale est en crise dans tout l'Occident. Les dirigeants qui sont fabriqués par l'Occident depuis la fin du XXe siècle sont tout sauf des hommes sérieux. C'est des gens qui se battent même contre leur peuple. D'accord. Merci une fois de plus à vous. Jonathan Bateguene, patient parfait d'homme. Eh bien, Emmanuel Macron, est-ce qu'on pourrait dire qu'il déclare, on l'a dit, il a l'habitude de citer un peu plus la Russie, justement. C'est très rare qu'il cite un pays comme la Chine, encore moins la Turquie. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Surtout qu'il se trouve en Algérie. Est-ce qu'il y a un lien? Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il déclare donc officiellement la guerre à la Chine, à la Turquie? Voilà, la Russie, peut-être on en sait déjà un peu. Non, tout à l'heure, Jonathan, avec sa chute, nous a parlé de la chute, n'est-ce pas, oui, de ce monde néolibéral. En réalité, il y avait deux pays dans le monde, oui, qui étaient les ponts avancés de l'influence américaine dans le monde. En Europe, on avait l'Allemagne. En réalité, économiquement, l'Allemagne, de facto, était devenue une colonie américaine. Okay. En Asie, on avait le Japon, qui était, après la Seconde Guerre mondiale, devenu, en réalité, une colonie américaine. De par l'influence que ce pays maintenait sur ces deux grands États, mais aussi de par des politiques et les passe-droits que les États-Unis étaient prêts à concéder à ces deux États. Depuis la venue de M. Sarkozy au pouvoir, on a l'impression que la France a basculé dans ce genre. Tout à fait. Donc, de plus en plus, nous sommes en plein dans le démantèlement de la souveraineté française par le biais du respect des agendas de lobby venus des États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui explique le fait que vous pouvez avoir un jeune homme comme M. Macron, qui en réalité, pire encore, Mme Ursula von der Leyen, qui n'a aucun mandat électif, donc qui n'a aucun pouvoir issu d'une quelconque légitimation par le peuple. Mais c'est elle qui prend la décision, qu'on respecte en retour les gens, eux, qui ont été élus. Ça ne vous parle pas? Mais c'est trop grave ce que l'Europe vit aujourd'hui. Il y a eu deux gros basculements ces dernières années. L'Occident a perdu le pouvoir économique. Le centre n'est plus à l'ouest. Il est dans la zone asiatique. En Chine. Il n'y a pas que la Chine. Hein? Parce qu'on voit beaucoup la Chine, mais il y a d'autres dragons qui ont... Ils sont même déjà 7. Voilà. Vous voyez, un pays par exemple comme le Vietnam, oui, merci. Voilà un pays qui est sorti après deux guerres complètement en lambeaux. Mais est-ce que vous avez déjà eu vent que ni le FMI ni la Banque mondiale, pas du tout. Ils sont devenus aujourd'hui un véritable dragon, tellement puissant que même sur le plan de la domestication de la science, aujourd'hui, les jeunes Vietnamiens battent des Américains dans les compétitions scientifiques parlant des mathématiques, sans avoir à accepter les problèmes scolaires qui leur sont imposés de l'extérieur. Tout à fait. Sans avoir à se voir imposer les problèmes économiques qui viennent de l'extérieur,
sans avoir vos nombreux accords multilatéraux, bilatéraux, économiques, où chaque fois qu'on vous donne un petit pécule venant d'ailleurs de vos propres sous, on va à l'époque, on voyait des journalistes se répandre à nous de manière dithyrambique, à nous raconter, oui, on a encore reçu une prouesse à repousser l'échéance de remboursement de la dette du Cameroun, tel leur pays. Ça fait rire aujourd'hui. Donc en réalité, ils ont perdu sur le plan économique. Ils sont en train de perdre sur le plan militaire avec l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. C'est ça qui déclenche l'ire de tous les dirigeants occidentaux et impérialistes aujourd'hui. Mais, j'ai dit que c'est tombé, ce qui nous empêchait de voir le masque. Non, les écailles qui étaient au-dessus, même les aveugles sont tombés. Sinon, les Africains découvrent Médusé que même le blé qui fait partie de l'alimentation de l'Occident et même d'un certain nombre de pays africains, je peux prendre le cas d'Égypte, ce ne sont pas les Occidentaux qui les produisent. Ce blé-là, ces grains, viennent d'Ukraine, surtout de la Russie. Et de Chine. C'est vrai qu'avec la crise en Ukraine, on a appris beaucoup de choses. C'est vrai. L'engrais. Aujourd'hui, il y a des problèmes en Occident. Donc l'engrais, c'était les Russes. Les Russes. Oui. Donc, nous, ils ont construit les centrales d'achat où tous nos gars couraient pour aller acheter soit à Genève, à Paris, à Londres. Donc, ils achètent là-bas chez les Slaves, ils amènent chez eux et nous on achète là et ils gonflent. Et moi, même nous, on avait l'impression que vraiment, l'Occident, ils sont costauds. Mais non, on découvre maintenant que s'il y a une famine, s'il suffit que la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et d'autres pays coupent complètement, la famine va s'installer, pas en Afrique, hein, mais plutôt en Occident. Pourquoi? Je vous donne un exemple terre à terre. 30 bateaux céréaliers sont déjà partis d'Ukraine. On nous a bassé les oreilles ici. Oh, attention, Macky Sall va pleurer auprès de Poutine parce que sinon l'Afrique va mourir de famine. Sur les 30 bateaux déjà enregistrés qui sont partis, un seul a pris la direction du continent africain. Je dis bien un seul. Oui, un seul. Et la famine ne s'est pas encore déclenchée sur notre continent. Vous nous avez me dit qu'il y avait des réserves. 14 en Europe. Je ne veux pas comprendre le reste. Un seul est venu en direction de notre continent. Sur les 30. Vous comprenez? Oui. Donc nous sommes là en face d'un grand bluff, d'un mensonge. Propagande. Quand Poutine traite ces gens d'appui de mensonges et les soi-disant journalistes, je dis maintenant les prétendus journalistes occidentaux qui sont devenus arrêtés, de véritables propagandistes de guerre, ont passé le temps à nous raconter des conneries, des bobards qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, elle est là, elle est implacable. Le monde a changé, le monde est en train de basculer. Nous sommes dans ce clair-obscur-là, à nous de voir la direction qu'il faut prendre pour acter ce monde multipolaire, justement qui va nous permettre d'aller acheter les engrais dans leur centre d'achat occidental, d'aller directement chez les Russes, nous approvisionner en engrais pour diminuer les coûts, n'est-ce pas, de cette balance, le déséquilibre permanent de nos balances, n'est-ce pas? Mais mieux encore, avoir peut-être les produits de bonne qualité. Parce que vous savez, l'un des premiers bateaux qui est parti d'Ukraine s'est dirigé vers le Liban. Les clients libanais ont dit qu'ils ne prennent plus. On pose la question, mais pourquoi? On dit que non. Ces grains-là ont mis trop de temps dans les cales là. Ils ne sont plus de bonne qualité. Bon, ça ne nous étonne pas, peut-être que c'est ce bateau qui est venu vers notre continent. Bon, c'est tout dit. Donc, voilà la réalité. Les réalités sont là. On n'a pas besoin d'expliquer, d'avoir fait HEC pour comprendre que nous étions dans un grand bluff et qu'aujourd'hui, le voile s'est déchiré et de plus en plus, les masques tombent et nous verrons cette réalité-là. Donc, voilà ce qui explique l'IG, mais surtout le manque de retenue, le manque de lucidité politique des jeunes comme Macron. Excusez-moi, c'est un jeune en politique, je suis son aîné en politique, je le dis ouvertement. C'est pas parce que je ne suis pas président d'un État. Donc, c'est ça qui explique ça. Et il ne comprend pas aujourd'hui, de plus en plus, il a été raillé le 14 juillet à Paris. Il a tenté de faire son one-man show à Oran. Vous avez vu comment les jeunes Algériens lui ont rendu la monnaie avec beaucoup plus d'énergie. Donc, je pense sincèrement que nous sommes vers une nouvelle étape, un tournant décisif de ce que j'appelle cette tendance à nous de nous y arrimer fortement, mais surtout à hâter l'avènement de ce monde multipolaire. Et je suis désolé pour ceux qui pensent que sans l'Occident, le reste du monde ne peut pas vivre. C'est faux et archi faux, d'autant plus que l'ensemble des agrégats qui permettent à un pays d'exister, de vivre, n'est-ce pas, convenablement,
Ce n'est pas eux qui détiennent, n'est-ce pas, les solutions. Jonathan Bateguino rappelle que ce n'est justement pas la première fois que la France indexe un pays comme la Turquie. Déjà en février 2021, il avait appelé, Emmanuel Macron avait appelé à faire partie les troupes turques de Libye, d'obtenir le départ des milliers de djihadistes envoyés depuis la Syrie vers la Libye par la Turquie elle-même. Donc elle avait déjà commencé à accuser bien sûr la Turquie, ce qui nous amène à nous intéresser aujourd'hui sur comment est-ce qu'on pourrait qualifier les relations qu'il y a aujourd'hui la France et la Turquie. C'est d'abord une alliance militaire, hein. C'est la même famille. De l'OTAN tout à l'heure. C'est l'OTAN. Oui. La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. La France est l'armée chérifienne de l'OTAN pour l'Afrique francophone. La France est le verrou nucléaire de l'Union européenne pour l'OTAN. C'est un des pays qui a été commis pour la sécurisation des pays slaves, des pays baltes. La France a envoyé des troupes en Roumanie. La France a ses légionnaires qui se sont battus à Mariupol. Ils ont été pris quand même par les Russes. Donc, la France, c'est l'allié de la Turquie du point de vue militaire. Sauf que... Mais qu'ils ne s'entendent pas. Parce que la Turquie est un peu comme, disons, c'est l'électron libre de l'OTAN. La Turquie est un électron libre qui n'a comme gyrophare que ses intérêts. La Turquie sait une chose. Au sein de l'OTAN, les leaders du Kurdistan sont logés aux États-Unis. D'ailleurs, le principal leader vit aux États-Unis. Il est protégé par la CIA. Les autres leaders vivent en Suède et en Finlande, qui sont des candidats à l'entrée à l'OTAN. La France est un pays qui dit que la Turquie a commis un génocide en Arménie. Le génocide arménien. L'Angleterre dit pareil. Donc, la Turquie n'est dans l'OTAN que pour des raisons stratégiques. Et sur le plan politique, il y a beaucoup d'enjeux qui font que la Turquie ne partage pas tous les points avec les pays de l'OTAN. Au niveau des intérêts, la Turquie, c'est l'héritière de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'est un empire qui a connu des périodes fastes autour du XIIe siècle, du 11e, 12e siècle et même bien avant, mais après a connu de moments difficiles où ses relations se sont développées avec les pays comme la France, l'Angleterre, mais particulièrement la France, parce que la France était l'un des garants de la question de la sécurité. Non, pardon, la France était l'un des garants, oui, de la sécurité des prêtres de l'Église catholique au niveau de cette cathédrale qui est à Jérusalem. Et ceux qui contrôlaient la cathédrale, c'était les Turcs, avec l'Empire ottoman. Donc il y a une vieille relation qui a souvent été une relation de défiance quand il y a eu les conflits entre les croisés et les musulmans. Il y a eu une relation de confiance quand il y a eu la prise de Jérusalem par l'Empire ottoman et la France qui voyait ses prêtres, les prêtres dont elle avait la charge, la sécurité, être protégés par les Ottomans. Et il y a eu une relation qui a tout à fait changé après les indépendances, c'est-à-dire avec l'arrivée Atatürk qui a rénové l'État, qui a redonné à l'État turc sa grandeur, qui a redonné à l'État turc tout son poids. Les Turcs ont commencé à vouloir développer leur espace vital. Or, l'espace vital turc, c'est un espace qui est entré en contradiction avec les intérêts immédiats de la France, par exemple au Liban, et également en Iran, parce que les Français étaient également présents en Iran. Donc, les Turcs ont développé avec les Français deux modalités. Il y a eu des moments chauds et il y a eu des moments d'apaisement dans leurs relations. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est presque la même. Madame Siké, je répète, je reprends l'histoire. Pourquoi? La question de la Crimée que nous abordons aujourd'hui. La Crimée était une colonie turque en Russie, dans l'Empire russe. La Crimée était même habitée par des populations turcophones jusqu'à un certain moment. Et quand l'Empire russe, après 1654, s'est réformé, on a dû proposer des nouvelles zones de relocalisation à ces populations turcophones.
Donc les Turcs ont une vieille relation également avec les Russes. Mais sauf que avec les Russes, c'est toujours une relation guerrière. Les deux pays, c'est deux pays qui s'affrontent. Parce que vous avez les turcophones qui sont au Kazakhstan, vous avez des turcophones qui sont au Kyrgyzstan, vous avez encore des turcophones en Russie. Donc c'est deux pays qui ont toujours eu des relations tendues. Alors la Turquie, quand il fallait choisir entre l'URSS et l'OTAN, a préféré l'OTAN. Parce qu'ils se disent que ceux qui ont réduit leur influence en Europe de l'Est, c'est les Russes. C'est les Russes. Et les Turcs, au nom de ça, ne veulent pas voir les Russes dominants en Europe de l'Est. Ils veulent à tout prix reprendre leur position parce qu'ils considèrent que leur espace vital va jusqu'en Europe de l'Est. Vous vous souvenez qu'il y a eu les guerres jusqu'en Hongrie avec les Turcs. Les Turcs ont colonisé la Bulgarie. Ce que aujourd'hui, bon, l'histoire que les Occidentaux nous ont vendue, une histoire compartimentée, ne nous enseignait pas. Donc, les Turcs ont une relation avec la France qui est parfois teintée du type de relation, des enjeux que la Turquie vise dans sa confrontation avec la Russie, ou bien dans sa confrontation avec d'autres puissances. Parce que la Turquie, c'est un véritable électron libre au sein de l'OTAN. La Turquie n'a d'œil que pour ses intérêts. Et la France, cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'on en arrive à une situation chaude? Parce que pour une fois, les États-Unis sont en train de clairement montrer aux Turcs que votre temps en Afrique est arrivé. Vous vous souvenez, nous on n'avait pas compris ça. À un moment, les Turcs investissaient dans beaucoup de pays africains. Les restaurants turcs naissaient un peu de partout. C'était carrément l'euphorie turque. Mais qui a contré cette euphorie? C'est justement les intérêts français. Parce que la France a senti que la Turquie est en train de la bousculer sur les territoires africains. Donc aujourd'hui, on a une bataille au sein de la famille de l'OTAN. On ne doit pas prendre cette bataille au même titre que la bataille entre la France et la Russie. C'est une bataille au sein de l'OTAN. Quand le président français intègre les Turcs dans sa liste des pays hostiles, c'est simplement qu'il ressent très clairement que les Turcs, et il faut aussi noter qu'il était dans un pays arabe, donc il se dit, c'est les pays musulmans qui ont parfois plus d'affinité, il fallait frapper fort là où les Turcs semblent avoir un point d'avance. Mais c'est une bataille au sein de l'OTAN, ce n'est pas un type de bataille qui peut nous rendre trop gais, c'est juste des batailles de positionnement, et c'est des batailles où les deux acteurs, malheureusement, risquent d'avoir comme perception que nous sommes leur possession. Parce que voilà l'idée que les États-Unis leur donnent, que vous posséderez ces gens. C'est-à-dire, eux, ils sont dans une vision, ils vont nous posséder. Nous ne sommes pas en ce moment vus comme des êtres libres, exactement comme dit Emmanuel Macron, mais comme des êtres qu'on peut récupérer et assurer la tutelle. Merci à vous, Jonathan Bateguene. Et effectivement, tout à l'heure, on va s'interroger. Est-ce qu'il faut se réjouir tout de même en pensant, après cette déclaration de la Turquie, lorsqu'on sait, on connaît à peu près les analyses autour même des relations entre la Turquie et l'Afrique. Est-ce que l'Afrique doit se mêler justement de cette bataille aujourd'hui qu'on vit entre la France et bien sûr la Turquie? On y reviendra. Le temps de faire un tour du côté du standard. Jean Sapoknou, vous êtes avec nous. Bienvenue, on vous écoute. Bonsoir. Bonjour Manuela Siké. Bonjour Patient Parfait. Bonjour Jonathan. Bonjour technicien. Bonjour ceux qui écoutent For You Media. Merci. Bonsoir à vos invités qui sont encore sur le plateau pour accompagner l'éclairage de la lumière de la jeunesse africaine. C'est vraiment important. Vous savez, nous venons de très loin. Parce que le système qu'ils nous ont imposé, système éducatif et tout cela, nous a tellement moulé que nous sommes devenus leurs perroquets. Et même nous répétons notre propre mort. Nous répétions notre propre mort. Ça ne veut pas dire que les Africains dormaient. Vous vous souvenez des batailles très dures de certains de nos aïeux qui ne voulaient pas l'occupation de leur territoire par ces étrangers.
Vous voyez, chaque pays, surtout dans la sous-région ouest africaine, un peu jusqu'au Cameroun, nous savons ce que les résistants ont fourni. Patrick Lumumba, récemment, parce que bien avant cela, il y avait des tas de personnes telles que Béazin. C'est-à-dire, nous connaissons nos histoires. C'est ce qui nous manque souvent. On tourne nos regards vers leurs histoires et nous oublions nos histoires et puis nous sommes manipulés. Ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes. Certains pensent que les Africains ne réfléchissaient pas, non. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce mouvement d'éclairage engendre les cœurs, nous énerve, parce que ça perdure. Le mensonge finit être dévoilé. Et nos souffrances, on commence par chercher vraiment la solution. C'est de qui? Ça vient de qui? La France, c'est ce que nous trouvons tous. Et elle persiste par son franc CFA. Pas d'autre système encore. C'est ce que la Turquie déclare. Cette domination, persistance, même jusqu'à l'ONU. C'est la France qui représente les pays africains, francophones. Vous voyez, mais pourtant nous avons étudié avec les mêmes personnes, sur les mêmes bancs, on a les mêmes diplômes, mais qu'est-ce qui fait la différence? Toujours on continue à nous manipuler. Et il y a un côté très fort sur lequel on agit, la spiritualité. On fabrique des gens dans ces loges, on dépose forcément. Je me souviens bien, Sylvain Olympio en 1963 déclare à ses amis que vraiment c'est difficile, c'est très compliqué cette politique de la France. Parce que lui pensait naïvement que quand on parle de la coopération avec la France, c'était du sérieux, parce que c'était un économiste. Et il voulait coopérer avec la France, mais en restant aussi en défendant son pays. On l'a tué, on l'a tué. Bien avant cela, il causait avec ça. Et ce qu'il disait, effectivement, c'était diabolique, ce qui se passait, ce que la France faisait. Et avait de support les Américains. Donc c'était raciste. Pour eux, il faut toujours agir comme ça. Par la force brute, pour faire peur. On tue un, on tue deux. Et c'est comme ça qu'on nous est fait. Mais aujourd'hui, grâce à l'éveil total, pour ne pas dire l'éveil divin, il ne faut pas le cacher, nous comprenons. Nous comprenons tous. Et on ne veut plus que ça continue. Et la France ne peut pas reculer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est le mal. Le mal ne change pas. On n'a pas de coopération avec la France. La France est l'ennemi du développement de l'Afrique. Elle nous doit beaucoup. Elle a de dettes envers nous. Nos premiers parents l'avaient servi à sauver son pays. Qu'est-ce qu'il est retourné? On les a massacrés. On a même utilisé certains parmi ces combattants pour venir détruire leur pays, leur propre pays. On leur promettait. Regardez récemment en Centrafrique, les 5 rebelles là, qu'est-ce qu'on leur disait? On va leur donner la nationalité française. Les enfants vont fréquenter à Paris. C'est pourquoi Touadéra les appelle les ennemis de la paix. Il les a définis comme ça. C'est comme ça que les théoristes français, c'est-à-dire les sociétés français, instrumentalisaient les jeunes centrafricains. On leur mentait, on leur blessait comme ça, nationalité française, et alors on leur ment. Aujourd'hui, on voit que c'est faux. Grâce à la Covid aussi, nous voyons que, mais, disons, c'est clair, il faut rester en Afrique. Il faut que nous qui sommes à l'extérieur, nous comprenions que nous devons retourner avec toutes nos énergies d'économie en Afrique pour construire l'Afrique. Et c'est ça l'objectif. Il n'y a plus un intérêt personnel à chercher. Nous devons laisser ces orgueils-là, laisser leur système de côté et venir construire la terre de nos aïeux. C'est ça la bataille. Et ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Jean, merci beaucoup d'être passé par ici encore ce soir. On va rester au standard avec vous, Lamine Diop, depuis Genève. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ma chère Chikindombé. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Foyou ainsi que votre AG technique. Et puis, bonsoir, monsieur Ndam. Et puis monsieur. Par contre, j'ai un double retour, en fait, je ne sais pas, il y a une espèce de retard. Oh là là.
peut-être il faut... Vous réécoutez, Lamine? Oui, il faut baisser. Vous m'entendez là? Très bien, nous on vous entend très bien. Oui, ouais, je disais bonsoir à vous, ma chère Sikenoumbe, bonsoir à votre régie, et puis bonsoir à M. Ndam, à M. Batengene. À propos de la thématique, il est vrai que les flottements politico-psychiques de Macron à Alger, que Parfum d'Homme, voire Jonathan Batengene vient d'écrire, hein, sont vraiment à relever. Et d'ailleurs, je vais essayer de souligner leurs analyses sur cet aspect. Écoutez, ma chère Sikenoumbe, les propos de Macron en parlant de manipulation de réseaux téléguidés en sous-marin contre la France, en citant la Turquie, la Russie et la Chine, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Primo, ça n'a aucun effet sur la population arabo-berbère algérienne, et secondo, c'est une sorte de baroque contre-offensive contre sa propre déroute abyssale auprès de l'immense majorité des Africains. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder là-dessus. D'ailleurs, Jonathan Batengene disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui nous concerne, tant mieux. En revanche, il y a une chose, en tout cas pour moi, qui est grotesquement intéressante. Pour nous, l'Afrique noire francophone, lors de cette visite à Alger, à mettre en valeur et qui peut être un super outil à propos de notre conscientisation de masse. Alors, analysons ensemble. Cette grotesque stratégie adoptée par Macron concernant sa visite à Alger, c'est qu'au départ, Macron a choisi une bonne tactique qu'il a appliquée avec maladresse. La bonne tactique maladroite, c'est de rendre le meilleur service possible aux Algériens, c'est-à-dire celui de la réserve et de la prudence. En disant dès le départ qu'un match de football, par exemple, entre France et Algérie serait une bonne chose pour conjurer le passé. Aussi, il s'est rendu au cimetière européen de Saint-Eugène, l'État français, pour se recueillir particulièrement au carré juif. Bref, mais il a été trahi par son caractère impétueux à propos de cette politique manifeste de poids, de mesures concernant le passé colonial français en Algérie. La France est désormais prête à ouvrir la totalité des archives mémorielles aux historiens de l'État algérien, c'est-à-dire entre la fierté et la repentance, comme il le dit si bien, la France choisira exclusivement pour l'Algérie la vérité. Mais il n'est pas question de mettre en question le statut de cette question mémorielle à propos du passé colonial français envers l'Afrique non francophone. C'est-à-dire, pour les Bamboulas, entre autres, ma chère Siké, le mépris et la fierté nationale du passé colonial français seront de mise. Un véritable droit d'honneur envers l'Afrique non francophone. Qu'en est-il, par exemple, ma chère Sikenoumbe, les archives françaises du massacre de Thiaroye, ou encore des promesses formulées par les autorités françaises à propos des épisodes tragiques et criminels de la répression des maquis indépendantistes camerounais, pour ne citer que ces quelques exemples-là. Alors, lors de ces visites récentes au Cameroun, au Bénin, voire en Guinée-Bissau, sa stratégie, c'était limite, on doit, nous, Africains, lui rendre compte de notre rapprochement avec la Russie. Et il se permettait même de donner des leçons à 3 francs 6 sous. Or, en Algérie, il opte, et la maladroite prudence est une sorte de repentance. Cette France ne nous respecte pas, c'est sans équivoque. Réveillons-nous, chers frères africains, arrêtons cette concession mutuelle avec l'État français. Donc, on peut dire toujours, fidèle à lui-même, ce Macron, c'est avec maladresse se résume une fois de plus cette visite en Algérie, parce qu'il y a eu des phrases qui étaient inutilement vexantes et irréconciliables plutôt envers les autres, soi-disant anciennes colonies françaises. En réalité, par sa visite en Alger, Macron nous signifie exactement ce que les Africains doivent encore mettre plus qu'un pied dans le Rubicon, puisque le moins qu'on peut dire, c'est que ce Macron ne porte pas l'Afrique noire francophone dans son cœur. Il fait partie, vous savez, ma chère Sikenoumbe, je finis par là, ces néocolons qui aiment l'Afrique noire francophone à condition qu'elle soit fragmentée, qu'elle soit faible et qu'elle soit non seulement une alliée, mais aussi une subalterne. Et devant ça, on doit tous se sentir obligés à faire encore davantage par commencer à arrêter toute concession mutuelle, comme je viens de dire en amont, avec l'État français. Parce que l'idée d'ouvrir la totalité des archives du passé colonial français à l'État algérien et les fermer hermétiquement aux États d'Afrique non francophone, c'est franchement une insulte et une habile tactique de la France envers nous. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on lui fasse apprendre la notion d'alter ego. Merci d'être en émission, à bientôt.
Merci également à vous, Lamine Diop. On referme donc le standard. On revient sur le plateau Passion par Fendom. On poursuit avec vous. Alors, finalement, comme on l'annonçait tout à l'heure, on le disait, Lamine Diop, pour lui, il a d'ailleurs dit, hein, peut-être, c'est pas intéressant, les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais l'autre question aussi, c'est, oui, la Turquie a réagi, mais on sait également... On connaît les ambitions de la Turquie également pour l'Afrique. Il y a aussi des analyses contradictoires en ce qui concerne cet autre partenaire, justement, celui-là qui veut coopérer avec l'Afrique. Alors, comment est-ce que les Africains doivent apprécier justement cette sortie turque? Doit-on s'y mêler? Est-ce qu'on doit se réjouir? Est-ce qu'on doit faire attention? D'abord, je commence à féliciter Lamine Diop. Oui. Et vraiment toute ma sympathie et la fraternité africaine qui va avec. Parce que chaque fois que Lamine Diop prend la parole, il met de côté ce qui peut être de l'ordre des fioritures. Oui. Il va droit au but. but. Il touche vraiment le cœur du problème. Et là, dans son intervention, ça va être bien écouté, du point de vue de la tactique française, c'est d'essayer toujours de faire de cette division qui est chère à l'Occident. Il y a une Afrique blanche avec qui on peut quand même discuter. Et une Afrique noire qui ne doit que répondre au doigt et à l'œil à nos injonctions. Arrêtez, c'est ça. De manière caricaturale, ce que Lamine vient de nous décrire. Et je peux dire avec force à Lamine, oui, vous avez totalement raison. Nous ne laisserons pas faire. La question du contentieux historique que l'Afrique a avec cette France néocoloniale, tant qu'elle n'est pas purgée, nous ne lèverons jamais les pieds. Nous allons accentuer le travail, muscler cette campagne de résistance vis-à-vis de cette France-là. Parce que cette question-là, elle est très grave. Si, Tcharol, au Sénégal, si cette guerre, ce génocide que la France a perpétré au Cameroun, parce que quand vous bombardez des populations au napalm, le napalm est une arme de destruction massive. Ils ont fait ça au Cameroun. Mais il n'y a pas que le Sénégal et le Cameroun. Allez voir ce qui s'est passé en Centrafrique. Allez voir. La construction du chemin de fer Congo-Océan. Des milliers de morts centrafricains. On n'en parle pas beaucoup. Allez voir ce qu'ils ont fait au Tchad. Au Niger. Tous ces révoltes-là qui ont été écrasées dans le sang. Même en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas beaucoup. Donc, ce contentieux est lourd. Et je justifie pourquoi, justement, la France, et quand je parle de racisme, il est pratiquement congénital pour cette élite-là. Elle ne peut pas lever le secret sur ses archives. Parce qu'on va découvrir le monstre qui a construit cet État français. Et les ressorts du racisme qui ont structuré cette pensée qui a abouti à la création de cet État. Alors, la question de la Turquie, le problème, une fois de plus, c'est de dire aux Africains, moi, sans état d'âme, sans état d'âme, la déclaration de la Turquie, bien qu'elles aillent dans le même sens tout à fait. que ce que nous professons, ne me font ni chaud ni froid. Parce que de toute façon, pour la plupart de ces acteurs-là, qui appartiennent à l'OTAN, il ne faut pas acter le paradigme mondial de la création d'un monde multipolaire. Cela va les desservir. Et je dis, la diplomatie turque, bien qu'elle ait raison, ce ne sont pas les premiers à le dire. Je vais parler de Jacques Chirac, je prends le cas d'un ancien premier ministre espagnol. Monsieur Sarkozy prend, et c'était au moment de Sarkozy, il prend son avion, il va à Madrid pour blâmer ce premier ministre. C'est pas possible. J'entends dire que tu veux régulariser tous les vents du pied africains qui se baladent dans les rues de Madrid, de Barcelone, etc., en leur donnant des papiers. Est-ce que tu es fou? L'Europe ne peut pas être le réceptacle de toute la misère du monde. Il ne faut justement pas le faire. Et ce premier ministre qui était un socialiste dit à Sarkozy, attention, moi j'ai les statistiques. Plus de 90% de ces jeunes Africains qui errent dans les rues de Barcelone parce qu'ils n'ont pas de papiers, curieusement, ils sont tous originaires des anciennes colonies françaises. C'est vous le problème. C'est vous qui refusez la possibilité à ces pays-là, qui sont immensement riches,
de pouvoir contenir justement ce flot de cette jeunesse qui écume nos villes, parce que là-bas, il n'y a pas d'espoir. Vous continuez de leur imposer cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, avec ces accords de coopération, ces bases militaires à ne plan fini, qui plombent totalement toute possibilité de décollage économique, dont de bien-être. C'est que, justement, le leader indépendantiste du PC, Diop, appelait le standard de vie, l'élévation du standard de vie des populations camerounaises nord-africaines. Voilà la vérité. Donc, la Russie ne fait que reprendre la Turquie. La Turquie ne fait que reprendre une ancienne constatation et de Berlusconi, et de ce premier ministre espagnol dont le nom m'échappe pour l'instant, qui, en leur temps, n'avait pas mis les gants pour dire à la France cette vérité-là. Donc, je pense que nous sommes là face à une situation nouvelle, mais qui s'accélère, parce que la Turquie a été indexée, et nous nous disons à la face du monde, oui, nous sommes preneurs de toute forme d'assistance, de toute forme de compagnonnage dans notre route pour la reconquête de notre souveraineté, de notre liberté. Mais, plus jamais, nous n'accepterons d'être esclaves de qui que ce soit. Parce que nous estimons que nous sommes porteurs d'un humanisme que nous ne voyons pas encore sur la scène mondiale. Et nous faisons le distinguo entre ceux-là qu'ils ont toujours pris comme des esclaves et ceux-là qui ont toujours été à nos côtés dans nos tentatives de libération, dans nos tentatives pour avoir une véritable indépendance, dans nos tentatives et dans notre quête permanente pour la reconquête de notre souveraineté. Et nous les connaissons. Ils s'appellent les Russes. La Russie de l'Union soviétique. Je vous dis, la bataille d'Adoua. Regardez encore les cartes, j'allais dire, les tableaux de cette bataille. Vous allez voir, les armées éthiopiennes avaient des canons. Ces canons leur furent offerts gratuitement par la Russie de l'époque. Elles sont des stars d'ailleurs. Donc nous ne sommes pas fous. Regardez le combat, le violent combat de la bataille de Cuito Canavale en Angola, qui a structuré, qui a mis en déroute l'armée sud-africaine raciste, qui elle était encadrée justement par ces impérialistes, les États-Unis, la France, Israël et consorts, et qui ont provoqué l'accélération du processus d'indépendance, non seulement des pays qui étaient au niveau de la ligne de front. La Namibie était la grande gagnante de cette défaite sud-africaine, mais surtout qui a mis fin à ce système unique et inique qu'est l'apartheid sur notre continent. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, pour montrer la perfidie de cet Occident qui vient de donner les leçons et parler de néocolonialisme pour, n'est-ce pas, ceux qui sont prêts à nous accompagner. L'Afrique du Sud, à l'époque, avait un programme nucléaire très avancé. Dans les accords qu'ils ont obligés Mandela de signer avec eux, il y a le démantèlement de ce programme nucléaire. Pourquoi? Parce que si Schroeder a dit que surtout pas d'industrialisation pour le continent africain, pour les Occidentaux, voir une puissance entre les mains des Noirs possédant l'arme nucléaire, c'était le cauchemar des cauchemars qu'il fallait éviter à tout prix. Encore du racisme. D'accord, merci. On a encore environ 5 minutes avant de clôturer justement cette autre édition du Point sur l'actualité pour sortir. Jonathan Bateguene, en quelques minutes. On sait également que la Turquie aujourd'hui, justement, comme l'a dit Patient Parfait, donc qui emploie plus ou moins des termes que les Africains aiment bien entendre, du moins à travers ce communiqué, plus ou moins, contre la France. Ça épouse un peu la vision aujourd'hui africaine, mais on sait également que la Turquie le fait parce qu'elle a été justement indexée. On n'a pas souvent vu la Turquie en avant-garde pour défendre les intérêts, bien sûr, des Africains. Alors, quelles leçons justement en tirer après, au regard de tout cela, Algérie, Turquie, France, nous Africains, quelles leçons devrons-nous tirer? D'abord, la première leçon, c'est que la Turquie n'a rien assuré nos intérêts.
La Turquie se préoccupe loyalement et de manière féroce de ses intérêts. Ce n'est que parce que la France a tiré sur la Turquie que la Turquie a fait pareil. La Turquie, bien avant, se marrait bien de la situation, bien même n'en avait que... elle voit très bien le combat que l'Afrique mène avec la France, contre la France, mais on n'a pas vu de réaction depuis. Vous allez remarquer que les Turcs ils sont bien passifs vis-à-vis de notre combat. Ils nous regardent faire. Ils ne se sont jamais même montrés solidaires de notre... Au contraire, ils sont en train de l'instrumentaliser dans leur défense. Parce que quand ils rappellent l'histoire, c'est de manière instrumentale. C'est pour dire aux Français, ah ben, vous ne pouvez pas vous méprendre de vos propres turpitudes. Donc, ce n'est pas une situation qui est avantageuse pour l'Afrique que d'avoir à constater ce communiqué de la Turquie. Quoique, on dit les ennemis de mes ennemis... Tout à fait. Peuvent être mes amis. Servir, oui, ils peuvent bien me servir parce que s'ils ne s'opposent pas à nous, qu'ils s'attaquent à notre adversaire. Surtout s'ils sont quand même l'occasion fait le larron. Ils sont des amis de circonstances. Ils sont quand même des amis dans cette circonstance. Donc, on va se servir du communiqué turc. Mais nous savons une chose. La Turquie incarne encore par le bloc d'alliance auquel il est lié. Elle incarne encore l'unipolarisme états-unien, la toute-puissance états-unienne. Parce que, on remarque, si le pillage des richesses syriennes se fait avec la bénédiction de la Turquie d'un côté avec sa base à Afrin et la Russie, les États-Unis avec les deux bases voisines, du côté à Konoko et à Al-Oumar. Et les drones Bayraktar qu'ils utilisent, ils donnent aux Ukrainiens. Donc on voit bien que ce combat que mène la Turquie est aussi contre le multipolarisme. Donc on ne peut pas se réjouir gaillardement ou bien de manière satisfaite de cette bravade turque. On peut quand même saluer que la division, et ça c'est un fait qui va aller crescendo, l'espace libéral est fait de compétition hégémonique. Et c'est un gros atout pour nous, les pays qui revendiquons le multipolarisme. Parce que les compétitions hégémoniques vont fragiliser leur organisation militaire qui s'appelle l'OTAN. Il y a la Turquie qui est en train de montrer des velléités. Au niveau de l'Europe de l'Est, il y a la Pologne qui montre des velléités. Il y a la Bulgarie qui montre des velléités. Il y a la Hongrie qui montre des velléités. Cette division interne-là, c'est aussi la preuve que nous n'avions pas affaire à un bloc homogène. C'est des prédateurs. Et comme une bande de loups, parfois, manger toutes les proies peut se manger, c'est ce qui pourrait leur arriver au cas où toutes les proies se mettent en sécurité. Merci à vous. En 30 secondes, patient parfait, donc pour sortir. Je dis une fois de plus, tout dépend des Africains. Nous n'allons pas rester spectateurs de notre avenir. Ce ne sont pas des positions ou bien des déclarations laudateurs vis-à-vis du combat panafricain qui vont nous amener à oublier que l'attitude qui est la nôtre doit être celle de défendre contre corps et âme, n'est-ce pas, notre souveraineté, parce que tout dépend évidemment de nous. Nous disons merci que maintenant les contradictions de la contradiction au sein du même groupe produisent qu'enfin des vérités soient dites, même par les alliés d'hier, mais cela ne doit pas nous endormir au point de nous amener à ne pas évaluer, n'est-ce pas, ce qui sera les coups décisifs. Les coups décisifs pour mettre fin à cette France-Afrique, les coups décisifs pour mettre fin à cette domination impérialiste et coloniale seront éminemment et forcément portés par les Africains eux-mêmes. Et dans ce chemin, nous sommes preneurs de toutes les armes qui peuvent nous être fournies par des alliés, que ce soit des alliés de circonstances, que ce soit des alliés géostratégiques comme c'est le cas de la Chine et de la Russie, mais en maintenant notre autonomie et notre marge de manœuvre libre et souverain dans la quête, n'est-ce pas, de cette nouvelle, de ce nouveau paradigme. Merci une fois de plus à vous, patient parfait d'homme, également Jonathan Bateguéné. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Dans quelques minutes, ce sera bien sûr votre grand journal, une présentation de Bégoudé. Et
Tout juste après, lorsqu'il sera exactement 20h30, restez sur For You Media, car il y aura ce documentaire justement qui va vous dévoiler tout autour justement des sévices ou encore du traitement que subissent les migrants. Vous savez, cette histoire qui a défrayé la chronique du côté de Melilla. Un document en exclusivité, bien sûr, un documentaire sur For You Media. Merci de rester des nôtres. Au revoir.